Effectivement, on vient de voir la science-fiction. J'adore Star Trek, personnellement. Tout à fait. Pousser les limites de l'au-delà. Bon. Et là, c'est dans votre téléphone. Hein. Vous sortez, vous téléchargez, on n'en discute pas, c'est la réalité, c'est le quotidien. On va voir comment, d'une manière très claire, on va résoudre un grave problème de santé publique en impliquant tout le monde. Premier point, je vais vous vendre cette affaire et j'y ai totalement aucun intérêt. Et je tiens à le préciser parce que dans tous ces sujets, il y a énormément d'argent. Il n'y a pas que des startups, il y a énormément d'argent. Donc nous, c'est notre travail de docteur là-dedans, soit d'avoir une idée et de la vendre, mais c'est aussi notre travail de docteur en tant qu'expert, de les regarder et de les mettre au service du public. Donc pas de conflit d'intérêts, mais beaucoup d'intérêt pour le sujet, avec un point qui est clair, la mort subite de l'adulte, dans laquelle Yves, moi, quelques autres ici, j'en vois beaucoup, on a fait toute notre carrière. C'est toujours 50 000 morts par an en France. C'est un taux de survie qu'on a remonté de quelques pourcents avec énormément d'efforts. Et c'est toujours, surtout quand on est directeur et qu'on soit les familles, un drame individuel horrible. Et pour la société, on perd des gens jeunes, on perd des capacités. Donc ça vaut la peine de se battre dans cette affaire-là. Ça, c'est le point. On sait en plus ce qu'on doit faire. On en a publié des papiers. La chaîne de survie. Réalisation précoce des gestes de secourisme. Par le témoin. Possibilité de défibriller. Je vous rappelle nos combats. Le massage cardiaque, maintenant, peut être fait par tout le monde. Le défibrillateur peut être utilisé par tout le monde. Au départ, c'était réservé aux cardiologues, ça a été réservé aux docteurs, ça a été réservé aux pompiers. Maintenant, c'est à l'autorisation de tout le monde. On a avancé sur tout ça. Quand on regarde les derniers résultats scientifiques, ils sont toujours aussi clairs. La réanimation cardio-pulmonaire précoce, plus il y a de gens qui la pratiquent, plus on a de tentatives de RCP et plus on a de personnes formées, entraînées, informées pour la réaliser, plus ça se produit. Et là, la réanimation cardio-pulmonaire, avant l'arrivée du pompier ou du SAMU, elle est directement proportionnelle aux gens qui se sont investis et le pronostic le suit de manière tout à fait parallèle. Plus il y en a, plus il y a de survivants, mieux ça marche. Et pour la défibrillation, c'est la même chose. L'article précédent, New England, c'était les États-Unis. Là, on est au Japon. Ils ont mis des défibrillateurs partout. Les gens apprennent à se servir des défibrillateurs. Ils ont de plus en plus de survivants d'arrêt cardiaque. Cette mesure, d'ailleurs, n'est pas financée par l'État. C'est des défibrillateurs qui ont été achetés par les entreprises, par les gens qui sont sur place, et ainsi de suite. Pourquoi ? Pourquoi c'est pas simple ? Il y a une équation difficile, une équation impossible. Lorsque le cœur s'arrête, le cerveau meurt très rapidement. Et vous le savez, 10% de survie, 1 minute passée, 10% de survie, 10 minutes, on ne parle même plus. Et le sujet, c'est que quand on regarde quels sont nos moyens d'intervention, que ça soit les pompiers, que ça soit nous, eh bien, c'est 7, 8, 10 minutes. On arrive donc à un moment où il y a un trou, quoi, la zone bleue. C'est la zone où on peut sauver les gens, c'est la zone où on n'est pas encore là. Il faut trouver quelqu'un qui fasse quelque chose là. Et là, l'idée depuis le départ, c'était de trouver quelqu'un qui était à proximité. Et l'idée maintenant, c'est d'y mettre le citoyen. Et je vais m'arrêter une seconde sur cette affaire. Ce qu'on a complètement raté précédemment, c'était le changement de mentalité et l'engagement. Quand on dit qu'il faut que le public intervienne, la vraie révolution, elle est là. Il faut que le public accepte l'innovation qui consiste à qu'il soit partenaire de son parcours de soins. Et sur cet exemple, c'est majeur. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, quelque part, on va aider les autres à rentrer dans le bon parcours de soins. Et jusqu'à présent, on était plutôt passif. Écoutez, SAMU, ça marche bien, les pompiers, ça marche bien, on met beaucoup d'argent dedans, l'ARS nous aide beaucoup. Donc, pourquoi moi, citoyen, je dois m'engager ? Je dois m'engager parce que sur ce sujet, à cet endroit-là, dans cette fenêtre de quelques minutes, c'est moi, mon engagement, qui va faire la différence pour le parcours de soins d'un autre. Et donc, vous le voyez, appelez le 15, commencer les gestes, défibriller, c'est remettre la chaîne de survie en avant, et c'est en fait introduire un parcours de soins spécialisé. C'est une nouvelle mentalité autant qu'une nouvelle réalisation. Techniquement, il y a quelques années aux États-Unis, on a commencé à voir que l'on pouvait alerter les gens avec les moyens de communication. Et les premiers articles qui sont sortis dans les années 2015 avec l'idée qu'un système de réseau de communication pouvait alerter des volontaires et pouvait
permettre une intervention beaucoup plus proche. Il faut voir que dans les grandes villes américaines, l'intervention des pompiers qu'on vous vend comme étant du scoop and run extrêmement rapide, ça, c'est dans quelques grandes villes. Il y a beaucoup d'endroits où il n'y a rien, à part les gens qui sont autour. Donc les communautés se sont organisées pour créer cette réalisation communautaire. Des sujets ont été lancés, les premiers articles ont été publiés en 2016. Eh bien, on a vu apparaître un dispositif qui s'appelle Pulse Point, et qui donc utilisait le smartphone et permettait de localiser les sauveteurs, localiser les défibrillateurs, les envoyer. Super sujet, super start-up, beaucoup d'argent, extrêmement payant, gros succès commercial. Ah, ça a augmenté aussi le nombre de RCP par les témoins, mais pour ceux qui payent. Quelques années après, donc, ce sujet est repris en Europe, en Angleterre, au Danemark, en Allemagne, en Hollande et en France. Et c'est là qu'intervient Sauve Life. Sauve Life, c'est un projet que j'ai vu naître chez un de mes collaborateurs, qui a commencé sur une feuille de papier et qui s'est terminé par une association de beaucoup de gens, et dont pas mal sont dans cette salle, parce que tout le monde a donné un coup de main. C'est un sujet où on a mis le CFRC, puisqu'on fait les cours sur l'arrêt cardiaque, on fait les recommandations, où on a mis SUDF, on a mis la SFMU, on a mis la Croix-Rouge, et l'assistance publique, notre mère. C'est même investi dans cette affaire. Ça, c'est l'apport des professionnels. Ensuite, derrière, il y a des sous. Et des sous, il y a des donateurs qui ont cru à ce projet et qui ont donc financé l'aspect création de l'application. Alors, on va la voir maintenant. Eh bien, c'est extrêmement simple. Si vous voulez, vous pouvez le faire en direct ou vous le ferez en sortant, ça dépend de la puissance du Wi-Fi. Vous chargez une application et vous acceptez qu'on vous géolocalise. Et ça, c'est le point qui est compliqué. Mais on verra tout à l'heure que le sujet de la modernité, c'est aussi le sujet de la confidentialité. Et si vous rentrez dans un système comme celui-là, eh bien, personne ne pourra savoir que vous étiez aujourd'hui à l'Asième pour assister aux assises. Mais par contre, s'il y a un arrêt cardiaque dans le couloir, vous le saurez dans les tout premiers. Donc, chargez l'application, acceptez d'être géolocalisé, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous rentrez dans une communauté. Vous rentrez dans une communauté où, lorsqu'un appel sur le 15 va signaler un arrêt cardiaque, qui va être diagnostiqué au téléphone, en même temps qu'on va commencer le massage cardiaque par téléphone, on va essayer de mobiliser autour des volontaires, et on déclenche l'application. On déclenche l'application, et là, si vous êtes parmi les volontaires qui avaient rempli la fiche et qui avaient fait acte de participer au réseau, vous allez recevoir la notification, parce que vous êtes géolocalisé par l'ordinateur, que l'arrêt cardiaque est géolocalisé, et que très clairement, vous allez être envoyé, je vais vous montrer les messages, pour agir sur place et pour réaliser les premiers gestes, avant que l'ensemble de la chaîne de soins ait pu se déployer. Dans le carré bleu, le moment, les quelques minutes où il n'y a personne, et vous allez faire la différence. Et donc, pour le sauveteur, celui qui accepte d'y aller, il a une notification sur son téléphone. Cette notification ouvre automatiquement l'application. Dans l'application, il accepte ou il n'accepte pas. On est sur la base du volontariat. En même temps, vous appelez, vous recevez la géolocalisation de l'arrêt. Vous appuyez pour avoir le trajet, comme ça vous ne vous perdez pas. C'est précis, ça vous dit exactement où c'est. Et quand vous êtes arrivé, vous lancez « Je suis arrivé », on sait qu'il y a quelqu'un qui est proche. Tous ces éléments se situent sur votre téléphone, et en même temps, ils sont tout à fait suivis, et ils bénéficient de l'intelligence de l'application qui gère en direct les données. C'est-à-dire qu'à partir du déclenchement, les citoyens volontaires à proximité, c'est dans un rayon de 10 minutes à pied maximum. De même, l'application, c'est à la fois un SMS que vous voyez, c'est l'application qui se charge. Donc, très clairement, vous avez quelques secondes pour dire j'y vais pas. Puis vous êtes plusieurs. En ville, on peut être des dizaines. L'algorithme sélectionne 4 personnes et il ne va pas organiser un flash mob sur place avec 100 personnes qui arrivent. Non, il en prend 4. Et dans les 4, il y a 2 idées. Premièrement, il y a 2 volontaires qui sont dirigés directement sur l'arrêt cardiaque et il y a 2 autres volontaires qui vont être mandatés sur les défibrillateurs. Et donc, c'est connecté avec la base des défibrillateurs et chaque volontaire va aller chercher un défibrillateur. Si on met 2 volontaires, pourquoi? C'est que, vous le savez, on a un problème de fiabilité dans la déclaration des défibrillateurs. Et qu'il se peut que le défibrillateur que vous allez chercher, il ne marche pas. Donc, il y a déjà 2 possibilités et on oriente chacun des volontaires vers un élément. Évidemment, les volontaires, comme ceux qui interviennent, sont guidés à travers du GPS de leur téléphone pour aller chercher le fameux défibrillateur. Vous voyez bien que de 0 personne prévenue et la roulette russe sur il y a quelqu'un autour qui peut faire quelque chose, on en est déjà à mobiliser de nombreuses personnes. Parallèlement, il y a un écran de contrôle de tout ça. L'écran de contrôle, il apparaît sur le SAMU. Alors, vous voyez les petits bonhommes. Sur les petits bonhommes, vous avez les petits bonhommes verts, les petits bonhommes qui sont disponibles. Hop, je reviens en arrière.
les petits bonhommes qui sont engagés, les petits bonhommes noirs qui sont en train d'aller chercher le défibrillateur. Tous ces éléments, tous ces codes sont connus. L'assistant de régulation médicale les voit. Et en cliquant dessus, puisqu'ils sont dans la base de données, vous pouvez rentrer sur leur téléphone, leur envoyer un message et communiquer avec eux. La base des défibrillateurs est à l'intérieur. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Hein, là, on est dans nos régions. Mais bien entendu, sécuriser la base de défibrillateurs, c'est important. J'insiste sur le sujet du défibrillateur, parce que le défibrillateur, c'est un sujet de confidentialité assez important, puisqu'il y a beaucoup de, je dirais, à la fois de vente, d'entretien ou de contrats pour les défibrillateurs qui passent déjà par des dispositifs Internet. Maintenant, donc, le défibrillateur, on espère qu'il marche, mais comme on a la base, on peut téléphoner sur site et dire attention, votre défibrillateur va en avoir besoin, est-ce qu'il est bien fonctionnel? Dans les minutes qui viennent, dans 2-3 minutes, il y a quelqu'un qui va se précipiter et qui le cherche, aidez-le. Suivre la progression des sauveteurs, entrer en communication avec eux, les aider si ça patauge, ça fait partie des possibilités. Ce dispositif, donc, que je vous ai expliqué brièvement, il a quand même un certain nombre de points, parce que innover, c'est pas se lancer tête baissée dans des choses qu'on ne connaît pas. Premièrement, il est non lucratif. Deuxièmement, il doit être gratuit. Troisièmement, il doit être reconnu par les professionnels, c'est-à-dire parmi nous. Et on a été associés à la conception. Il doit s'appuyer sur des communautés. C'est-à-dire que c'est individuel. Et on va voir que ces communautés, elles se sont identifiées dans Sauve Life très rapidement. Et elle doit permettre aussi l'analyse et, si possible, la recherche médicale. C'est-à-dire qu'on partage les données, qu'on améliore et qu'on fasse avancer le pronostic. Ça veut dire des règles très strictes. Et c'est ça qui coûte en fait le plus cher. Des règles très strictes. Sécurité maximale, aucune donnée ne doit être conservée après l'intervention et elles doivent être anonymisées tout de suite. Les données sont hébergées comme des données de santé. Et donc, elles doivent répondre aux règles de sécurité et aux règles de stockage de l'information d'une donnée médicale. La compatibilité de ces données doit être suffisamment forte pour qu'elles puissent travailler avec les logiciels de régulation, c'est-à-dire avec toutes les données de santé intégrées qu'on a. Évidemment, l'agrément de la CNIL et le contrôle par la CNIL est intégré. Et enfin, la charte de base, c'est qu'il n'y aura jamais de commercialisation de quoi que ce soit dans ces données. Parce que vous comprenez bien que c'est un argument de vente extraordinaire pour ceux qui vendent des défibrillateurs, pour ceux qui vendent des services, de dire, bah, en plus, on vous fournit le logiciel pour les faire marcher. Pas caisse. 43 000 inscrits en quelques jours. Une très forte implication des communautés. Et il y a 2 communautés qui ont marché tout de suite. Il y a les personnels de santé. Infirmières, aides-soignants, docteurs, médecins urgentistes, ils n'ont pas hésité, ils ont mis leur nom dedans, en sachant que, bon, il y a un petit peu de contraintes, ça fait un petit peu peur, mais ils y vont. Il n'y a pas de problème. Deuxième communauté, secouristes, pompiers, Croix-Rouge. Croix-Rouge était partenaire, c'est les pompiers. Même si, pour des raisons il y en a d'autres qu'on en a un autre, et ben, beaucoup de pompiers sont inscrits. Les départements se sont considérablement mobilisés. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans les départements, il y a eu deux types de mobilisation. Il y a ceux qui sont mobilisés parce qu'ils étaient partie prenante de l'action, que ça leur plaisait, et que ce dispositif, ils voulaient le voir aboutir. Ça, c'est par exemple l'Île-de-France. Mais il y a des endroits où ils savent très bien que la couverture de leur territoire n'est pas bonne. Zone blanche, difficulté en termes d'accès. Ils se sont portés volontaires tout de suite en disant « mais nous, on veut ça parce qu'on sait qu'on n'a pas les moyens d'intervenir. Aidez-nous à renforcer notre structure. » Donc une communauté locale qui s'est emparée de l'outil pour ses besoins. Et c'est là où l'innovation se met au service de la communauté, comme la communauté participe à l'innovation. En Île-de-France, monsieur le directeur général, 8 SAMU, plusieurs déclenchements avec réalisation de gestes de survie avant l'arrivée des pompiers ou de tout autre volontaire. Une victime est toujours hospitalisée en réanimation. On espère qu'elle va survivre. Mais il est très clair que nous allons avoir des survivants et que ceci montrera le fait qu'en s'engageant, on peut aider à construire un parcours de soins encore plus resserré et encore plus proche. Donc voilà l'affiche que vous allez voir un petit peu partout. Cette affiche, ça peut arriver n'importe où c'est là où nous sommes. Donc soyez prêts à intervenir, devenez volontaires. Si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Si vous êtes à la régulation du SAMU, vous verrez aussi que c'est un outil assez étonnant. De temps en temps, quand on regarde ça, on a l'impression, vous savez, dans ces films où on voit les militaires qui ont des machins et qui agitent des trucs, ils cliquent dessus et on sait que c'est presque ça. C'est pas de la science-fiction, c'est aujourd'hui, c'est dans votre poche et ça va marcher. Merci de votre attention.